Rebonjour et on passe à notre duo suivant avec Damien Brousseau d'Okinéa et Marie Bila de Luma Arles qui vont nous parler d'une visite accessible à tous. Merci, c'est exactement le sens de notre propos d'aujourd'hui. Merci de nous donner l'occasion de témoigner d'une collaboration avec donc Marie Bila, qui est de l'agence Studio Architecture, et d'Okinéa, qui est une PME française spécialiste de l'inclusion et de l'accessibilité. Vous nous connaissez toutes et tous grâce aux feux sonores qui permettent aux personnes aveugles de traverser la rue en sécurité. Donc aujourd'hui, on va parler de comment une expérience de visite peut être confortable pour tous en partant des besoins des personnes en situation de handicap. Et donc sans plus tarder, je vais laisser Marie présenter le contexte. Donc bonjour à tous, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur le projet de la Fondation Luma, qui est un projet qui a été imaginé par la mécène Maya Hoffman et dessiné par Franck Guéry, pour lesquels Studios Architecture est l'architecte local en France. C'est un projet de musée assez innovant, puisqu'elle considère, Maya Hoffman, que c'est un musée laboratoire, un musée de recherche, dans lequel vous avez à la fois des espaces d'exposition qui côtoient des espaces d'enseignement, des laboratoires de recherche. Et donc, dans cet environnement-là, les questions que nous nous sommes posées assez rapidement avec Luma Arles, donc l'exploitation du Luma, c'était savoir comment on pouvait accueillir tout le monde et pour tous, pour tout public, que ce soit à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle du site. Luma Arles est donc un centre de recherche dans lequel tout le monde est le bienvenu et qui est extrêmement poreux. La volonté de Maya Hoffman, c'était d'avoir des espaces ouverts à tous, pour tous, tout le temps, et en toute autonomie. Et donc, il a fallu très vite trouver des solutions pour développer ces solutions à l'intérieur du bâtiment et comme à l'extérieur du bâtiment pour accueillir tout public. Les problématiques qu'on a pu rencontrer sur le bâtiment, c'est donc proposer des visites en toute autonomie, proposer une expérience visiteur enrichie à tous et préserver l'œuvre architecturale. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le plus gros défi, c'était donc de respecter l'œuvre architecturale en proposant une expérience visiteur adéquate et enrichie pour tous. Le gros volume d'entrée de la tour du Luma, c'est une rotonde vitrée de 58 mètres de diamètre par 16 mètres de hauteur. Et dans ce volume d'entrée, Maya Hoffman n'a pas souhaité réaliser d'accueil. Or, quand on arrive dans un musée, la première chose qu'on cherche, enfin comme dans tout bâtiment, c'est où est l'accueil, où sont les informations, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je veux visiter et surtout comment je peux y aller. Donc pour tous, c'est la grosse question, c'était comment on guide tout public à l'intérieur de ces espaces en impactant le moins possible cette architecture qui est une architecture signée Franck Guéry, donc qui est avec des géométries complexes, des espaces assez biscornus, si on peut se permettre de le dire, et surtout dans un volume circulaire sans créer de marquage au sol, donc sans avoir de fil d'Ariane pour les personnes aveugles, puisque le fil d'Ariane n'avait pas d'utilité, étant donné qu'il ne pouvait pas mener à un accueil, puisque l'accueil a été souhaité volant, comme je le disais auparavant. Et c'est à ce moment-là qu'on a, en travaillant sur ces questions, on s'est mis en contact avec Nadia Samig de Cogito Ergo Sum, qui est une architecte philosophe qui travaille sur toutes les questions d'accessibilité et sociologue qui travaille sur toutes les questions d'accessibilité. Et c'est grâce à elle que nous avons été mis en contact avec Okinéa pour trouver des solutions très peu impactantes architecturalement et qui répondaient aux besoins de tous. Merci Marie. Alors, qui est Okinéa Digital? Nous, il faut savoir qu'on a commencé dans le monde du transport afin de guider sur une application smartphone des personnes aveugles et malvoyantes dans le métro, et essentiellement le métro de Marseille, qui a été notre premier terrain de jeu il y a à peine 3 ans. Passer du lieu de transit au lieu de destination avec tout un esprit de médiation culturelle, c'est bien le défi sur lequel on était quand on a été missionné pour répondre à ce cahier des charges. Alors l'application qu'on propose aujourd'hui, qui est une application smartphone téléchargeable sur Android et sur iOS gratuitement, c'est une application qui permet un guidage. Alors déjà, c'est un vrai guidage. C'est quoi? C'est-à-dire que quand on a des besoins d'être
de se repérer, de s'orienter, mais qu'on n'a pas accès à la vue, il faut évidemment du guidage audio. Donc c'est la première chose qu'on a fait, mais on fait aussi des interfaces tellement simples qui permettent notamment d'être utilisées par des personnes qui sont avec d'autres types de cognition que, on va dire, monsieur, madame, tout le monde, si ce n'est qu'il n'y a peut-être pas de monsieur, madame, tout le monde au final. Donc dans un lieu où on peut guider, donc ça veut dire qu'on sait se géolocaliser. Alors comment se géolocalise-t-on en intérieur avec une contrainte architecturale majeure qui est de ne pas altérer l'œuvre finalement en s'adaptant. Et donc on a appris grâce à Studios notamment à gérer cette contrainte de discrétion et d'intégration parfaite à l'œuvre de Frank Gehry. Évidemment dans un musée on se guide, mais pour faire quoi? Pour recevoir du contenu. Alors on a dû mettre en place un système de médiation culturelle. Alors on n'est pas producteur du contenu, mais on sait le diffuser dans la bonne modalité. Ce qui est hyper important, c'est du son, du texte. Est-ce que le texte va être lu par le lecteur d'écran de la personne ou pas? Donc en fait, tout ce réglage de ponctuation qui peut être fait assez finement. Et donc, sur la base des usages, parce qu'on parle d'inclusion, mais qu'est-ce que l'inclusion? Sur la base des usages qu'on apprend avec des personnes en situation de handicap, eh bien, on va créer des routes qui seront fonctionnelles pour l'ensemble des visiteurs. Évidemment, quand on est en fauteuil, par exemple, ça va vous faire prendre la bonne destination, ça va favoriser les ascenseurs. Donc, vous avez vraiment l'accès à un GPS avec des interfaces dédiées. L'infrastructure, elle est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, y compris de l'intégration. Alors, évidemment, avec l'appui de Marie notamment, l'intégration, elle est la plus discrète possible. Et enfin, le dernier point, c'est une gestion autonome et simple. Comme on fait des interfaces simples pour les utilisateurs, on avait besoin aussi de former le moins possible des personnels de médiation et donc de permettre tout simplement d'utiliser un système de gestion qui normalement consiste à un empilement fonctionnel. Là, en fait, dès que vous arrivez sur notre interface de gestion, tout est simple, tout est facile à utiliser, y compris, charger vos contenus de manière efficace, ce qui est quand même le rôle essentiel. Vous pouvez administrer vos parcours comme vous le voulez, créer des parcours temporaires. Et c'est ergonomique, mais ça, j'ai envie de vous dire, venez nous voir sur notre stand pour le jauger par vous-même. En conclusion, et pour vous laisser poser toutes les questions, il y a deux éléments majeurs sur lesquels nous, on a été engagés aux côtés de Studios. C'était faire valider cette solution au titre de la commission communale d'accessibilité. Vous le savez, quand on ouvre un ouvrage comme le LUMA à Arles, comme ce musée, en fait, on doit être aux normes. Et être aux normes, c'est parfois avoir du guidage podotactile. Sauf que là, on venait contrevenir à la compatibilité esthétique. Et donc, on a été validé comme solution d'effet équivalent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Evelity est considéré comme du guidage physique. Alors nous, on sait faire avec les deux. C'est encore plus confortable pour l'usager. Mais là, on a au moins un lien, un fil d'Ariane digital. Cette amélioration d'expérience, elle est pour tous. Et une des réflexions qu'on s'est tous fait à la sortie de cette application pour le musée, c'est enfin un audio guide qui guide. Voilà. Je vous propose de passer à la phase de questions. N'hésitez pas. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Oh, un petit effort. Moi, j'avais une question. Bon, je vais commencer alors. Vous avez eu des retours d'expérience des gens en situation de handicap un peu? Vous parliez tout à l'heure un peu je dirais, d'avoir une conception un peu inclusive. Donc, est-ce que vous avez des retours et qu'est-ce qu'il en sort un peu de ces retours, de ces nouvelles modes d'inclusion? Alors, merci pour la question. Alors, des retours, j'ai envie de dire, on en a tous les jours, puisque, en fait, cette application, on n'a pas eu uniquement l'idée de la faire pour, évidemment, le LUMA. Elle est utilisée dans beaucoup de sites en France, des réseaux de transport. Et donc, en fait, les retours, on les fait tous les jours parce qu'on conçoit avec nos utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'on intègre à des panels de testeurs des personnes aveugles, des personnes malvoyantes, des personnes en fauteuil. Là, on a remporté un partenariat d'innovation avec la Solideo pour faire la signalétique du futur village olympique. On a fait venir des personnes de la fondation OVE, qui est un de nos partenaires, pour permettre
des tests de personnes déficientes cognitives. On a appris énormément de choses. Et aujourd'hui, tout ça, c'est capitalisé au sein de notre application. C'est-à-dire que tout le savoir-faire qu'on développe, tous les tests, sont relativement quotidiens. Pour répondre particulièrement sur le musée Luma, dans la commission d'accessibilité, on a plusieurs personnes en situation de handicap qui ont pu valider la solution comme étant équivalente. Donc oui, on a des retours concrets. Et là, on va être en phase de lancement progressif sur plusieurs autres sites en France. Il y a la maison Victor Hugo, qui est par exemple sur Paris, qui est ouvert gratuitement au public, où si vous voulez tester ce genre d'application, c'est déjà disponible là-bas. Si je me souviens bien, il y a pas mal d'escaliers là-bas aussi en plus. Exactement. Mais il y a une option ascenseur que vous pouvez activer et vous laisser guider. Ça n'appelle pas automatiquement l'ascenseur, mais ça permet quand même de savoir où il est, ne serait-ce que de le localiser, parce qu'il est discret. Et qu'est-ce que ça a changé pour un lieu comme celui avec lequel vous êtes à Arles, d'avoir un dispositif de ce... Est-ce que vous avez une fréquentation supplémentaire de de personnes en situation de handicap, ou ça a changé quelque chose dans votre vie? Alors, pour nous, en tant que maître d'œuvre, ce qui nous a vraiment intéressé dans l'option que proposait Okinea, c'était vraiment la double fonction, que ce soit à la fois médiation et à la fois guidage. Et du coup, on se retrouvait avec un outil qui était accessible pour tous, avec un supplément pour les personnes qui en avaient besoin. Mais ça nous évitait de démultiplier pour l'exploitant le nombre d'outils derrière, à avoir à la fois un outil, un audio guide pour avoir la médiation quand on va dans les salles d'exposition, à avoir à la fois un outil de guidage pour les personnes aveugles ou à mobilité réduite qui cherchaient la signalétique dans le bâtiment, et d'avoir encore en plus d'autres outils de médiation, du FALC ou de la maquette tactile ou tous ces autres outils, où on se retrouve avec en tant que maître d'œuvre, on se retrouve à créer des pièces énormes dans lesquelles on doit ranger toute cette technologie pour que l'exploitant demain puisse amener tout le monde et accueillir tout le monde. Et Evility, c'était vraiment ça, c'était cet avantage à la fois de faire la combinaison entre la médiation et le guidage pour tout type de handicap du coup, et pour toute personne, quelle que soit même son origine. Est-ce que c'est quelqu'un de français, est-ce que c'est quelqu'un d'étranger, est-ce qu'il a besoin d'écouter dans une autre langue, est-ce qu'il a besoin d'être guidé dans une autre langue, est-ce qu'il a besoin d'être guidé avec du FALC. C'est une application sur laquelle on peut imaginer demain développer toujours plus d'éléments et ajouter des solutions. Et au niveau architectural, ce qui a vraiment changé, c'était vraiment la discrétion de cette application, qui en fait composait seulement de petits boîtiers qu'on appelle des beacons, qui sont à peu près aussi grands qu'un télépéage, pour vous rendre compte. Et ces petits boîtiers, on a réussi à les cacher complètement dans l'architecture existante, ce qui fait que n'importe qui rentre dans le bâtiment n'est jamais conscient d'où vient l'information, à part de l'avoir sur son smartphone. Mais vous vous retrouvez pas avec une énorme signalétique, avec des tablettes de partout. Vous avez des agents volants qui vont vous conseiller, vous allez les voir, ils vont vous conseiller d'installer l'application, ils vont vous fournir un smartphone avec l'application déjà installée, mais vous minimisez le nombre d'éléments à installer à l'intérieur. Et je dirais que c'était vraiment ça la partie intéressante dans notre collaboration avec Okinea, et c'est vraiment ça qui nous a plu dans le logiciel Evility quand ils nous l'ont proposé comme solution. D'autres questions? Des remarques? Bonjour, je me demandais si à l'usage vous pouvez voir si l'application peut être téléchargée avant pour préparer la visite, justement, surtout pour ce type de public qui justement parfois a besoin de préparer en amont tout le parcours, et donc voilà. Alors, excellente question. Effectivement, on est sur un public qui prépare son déplacement, et donc oui, alors l'application est très légère, hein, elle pèse 15 MO, donc je vous laisse imaginer le temps de téléchargement, c'est relativement facile. Oui, on a cette possibilité de permettre à la personne, notamment aveugle, de prévisualiser ses itinéraires, ses parcours, ce qu'elle va trouver tout au long de la visite. Donc ça demande à passer un petit cap sur l'accès du contenu de médiation en dehors des lieux, puisque toutes les institutions culturelles ne le souhaitent pas forcément, mais parce qu'en fait on rend perméable ce côté hors musée, et donc on permet quand même à la personne de déjà prévisualiser ce qu'elle va trouver sur place. Et donc ça c'est hyper important, parce qu'on vient lui supprimer le stress dans le lieu, je ne connais pas le lieu, donc je vais devoir l'appréhender, donc je vais devoir comprendre, alors qu'elle a déjà une problématique normalement sécuritaire, c'est-à-dire détecter à la canne ou avec son chien un certain nombre d'obstacles qui sont des obstacles soit temporaires, soit naturels du cadre bâti ou du cadre extérieur.
Donc ouais, c'est vraiment un élément important. Je précise aussi que sur les personnes étrangères, on a ce côté supplémentaire d'alléger la charge mentale dédiée au repérage et à l'orientation. Il faut bien vous dire que quand vous êtes chinois et que vous arrivez à Arles, vous avez déjà passé un certain nombre de codes culturels qui sont juste de l'ordre de la téléportation. C'est la même chose que quand on se téléporte nous en Chine. Et bien là, on vient sécuriser la personne comme étant, lui permettant un repérage et une orientation naturelle. Donc ça, déjà, c'est aussi un vrai plus. Une dernière petite question. Bon, ben, il me reste qu'à vous remercier. Et moi, je vais vous en poser une dernière. On vous retrouve où? Sur quel stand? Alors, c'est le H23. Je n'ai pas une très bonne mémoire des chiffres, mais je crois que... H48 perdu. H48, pour avec continuer cet échange. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci. Merci.